Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Alors vous allez devenir l'un des porte-parole de La République En Marche, ce sera en janvier, ça veut dire que vous intégrez l'école de la langue de bois. Ah non. Ah bah si, les porte-parole en général c'est ça. Non, ce qu'on essaye à La République En Marche, c'est d'avoir un discours pragmatique, un discours de vérité. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Avec Christophe Castaner à la tête du mouvement, objectivement, on a une bonne école justement de non-langue de bois. Donc, C'est votre modèle ? oui, c'est un modèle. Ouais. Christophe Castaner, c'est un élu de terrain, de conviction, talentueux, qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de porter une nouvelle manière de faire de la politique. C'est ça aussi En Marche. On a 5000 comités locaux sur le terrain, on a 400 000 adhérents qui ont envie de faire de la politique différemment, d'aller au contact des gens, de proposer des services d'intérêt général, ce qui n'est pas fait par les partis politiques. Vous êtes arrivé donc à l'Assemblée nationale, vous avez été élu député. Est-ce qu'on vous prend parfois encore pour un gamin ? Non, moi ce que je constate en tant que jeune député, c'est un vrai sentiment de liberté. Vous savez, jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait une députée qui avait moins de 30 ans à l'Assemblée nationale, c'était Marion Maréchal Le Pen. Les grands partis de gouvernement, comme on dit, n'ont pas été en mesure de faire émerger une jeune génération aux responsabilités à l'Assemblée. Et là, il y a eu un vrai bouleversement. Et donc, le temps où, quand vous arriviez en tant que jeune député, on vous disait attends un peu, attends quelques années avant de prendre des responsabilités, c'est totalement terminé. Il n'y a pas quand même un brin de condescendance parfois de la part des aînés qui sont là depuis longtemps et qui vous regardent arriver comme des extraterrestres ? Moi, je le ressens pas comme ça. En tout cas, il y a moins d'aînés qui sont là depuis longtemps déjà, parce qu'il y a eu un vrai renouvellement. Et puis, on nous donne des responsabilités. Moi, j'étais rapporteur d'un projet de loi sur l'université. Je suis pas sûr qu'il y a quelques années, un jeune député aurait pu avoir cette responsabilité. C'est pour ça que le renouvellement de La République En Marche, ça a vraiment permis un vent de liberté pour les jeunes à l'Assemblée. Quand on est porte-parole, on doit gérer des affaires pas toujours faciles à aborder, notamment le Tokyo-Paris, un aller simple vers la polémique, c'est comme ça qu'on l'a appelé ce matin. 350 000 € pour un vol qui aurait pu être peut-être organisé différemment. Est-ce que vous comprenez, on a entendu les éléments de langage du Premier ministre, mais est-ce que vous mesurez l'incompréhension que cela peut susciter dans l'opinion ? Oui, moi je comprends que ça puisse surprendre, ça puisse interpeller. C'est un chiffre qui est important et je pense pour beaucoup de Français, c'est surprenant. C'est une situation exceptionnelle. Ça a été dit, il fallait que le Premier ministre soit de retour en France avant que le Président de la République s'en aille à l'étranger. Il faut toujours qu'il y ait une des têtes de l'exécutif qui soit présente sur le territoire national. Voilà, les choses auraient sans doute pu être organisées différemment. Il y a une situation exceptionnelle, le Premier ministre l'a expliqué. L'important, c'est de savoir s'il y a une vraie politique qui est mise en œuvre pour réduire le train de vie de l'État. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on va y venir au train de vie de l'État, mais est-ce qu'on a le droit de dire, puisque tout a changé avec Emmanuel Macron, il paraît, on a le droit de dire, on s'est planté, c'est une maladresse, on s'est trompé, on aurait dû faire autrement plutôt que d'essayer de justifier l'injustifiable. Non, mais si vous voulez essayer de justifier... il fallait que le Premier ministre aille en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, moi, ce que je remarque, c'est qu'on en a assez peu parlé à l'époque, alors que c'est très important ce qui s'est passé là-bas. Il a passé 9 heures avec l'ensemble des acteurs locaux. On avait un territoire qui était au bord de la crise politique. Il a réglé la situation. Il fallait qu'il soit de retour en France à l'heure. Oui, c'est son job. Il fallait qu'il soit de retour en France à l'heure parce qu'il faut toujours qu'il y ait un chef de l'exécutif sur le territoire français. Ça s'organise avant, vous le savez bien. Je vous dis, c'est une situation exceptionnelle. Les choses auraient peut-être pu être organisées différemment. Ça ne l'a pas été. Le Premier ministre en a expliqué. Je pense qu'il faut tourner la page. Il faut tourner la page, mais on a le droit de dire qu'on s'est trompé. C'était ça la question. Est-ce que cette façon de dire j'assume, sous-entendu, c'est comme ça et tournons la page, est-ce que dans la version macroniste, on peut reconnaître ses erreurs ? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez qu'il faut changer cette manière de faire ? Je crois que Emmanuel Macron, déjà, a changé ça. Pendant la campagne présidentielle, on l'a vu à plusieurs reprises reconnaître des erreurs, des maladresses qu'il y avait pu avoir. En l'occurrence, là, il y a une explication, et elle n'est peut-être pas convaincante pour certains, mais c'est le caractère exceptionnel de l'événement qui... Le problème, c'est qu'il y a eu une circulaire qui a été signée dans les ministères et qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites, y compris dans le discours de politique générale du Premier ministre, disant qu'il y avait des pratiques qui choquaient les Français et que tout ça était terminé. Est-ce que vous n'avez pas mis la barre un peu trop haut en matière d'exemplarité ? Je ne crois pas. Et je crois qu'en termes de pratique, de réduction du train de vie de l'État, comme on dit, même si j'aime pas beaucoup ce terme, les actes sont là. Emmanuel Macron a pris une mesure qui n'a pas été très populaire peut-être chez les ministres, mais qui était de limiter les cabinets ministériels à 10 personnes. Vous savez, avant c'était 20, 30, parfois 40 personnes. C'est 30 millions d'euros d'économie par an. C'est majeur. Il y a des mesures qui sont prises pour le fonctionnement dans les ministères, de rationalisation du parc automobile. Voilà, ça apparaît comme du détail, mais c'est une vraie mobilisation pour réduire le coût des ministères. Est-ce qu'il faut aller au-delà ? Par exemple, est-ce que vous trouvez normal qu'un ancien ministre de l'Intérieur ait encore un chauffeur et une protection rapprochée à vie? Est-ce que ça, c'est le genre de choses dont vous dites on peut au moins y réfléchir, peut-être qu'il faut faire évoluer les pratiques?
Il faut se poser ces questions-là. Et d'ailleurs, on le fait évoluer par exemple avec François de Rugy pour l'Assemblée nationale. Les anciens présidents de l'Assemblée avaient encore un bureau, une secrétaire, et on sait que François de Rugy a lancé une réflexion là-dessus et que des décisions seront prises. Quand on a été ministre de l'Intérieur, on a été par définition exposé, parce qu'on prend des décisions difficiles. À vie. Oui, je pense qu'on est exposé à vie, on reste une figure de l'Intérieur, de la police, on prend des décisions difficiles, on lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse être protégé. Il faut regarder sans tabou, mais sans démagogie, chacune des situations les unes à côté des autres. Alors vous êtes très actif à l'Assemblée nationale, vous avez fait 127 interventions en commission, ce qui vous classe parmi les 20 premiers députés les plus actifs. Donc ça veut dire on peut agir au Parlement, parce qu'on avait compris qu'il y avait une forme de blues des députés, des jeunes députés La République En Marche, qui découvraient que le travail parlementaire, c'était pas si passionnant. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a une pesanteur de l'institution, il y a des codes. Et quand on arrive, on se dit, il y a certains codes que j'ai pas envie de m'approprier, mais que j'ai envie de changer. C'est ce qu'on fait au quotidien. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on a un espace de liberté incroyable pour travailler. Aujourd'hui, quand on est député, qu'on a envie de contribuer à l'action publique, qu'on a envie de proposer, qu'on a envie d'interpeller, on peut le faire. Donc il n'y a pas de blues de ces jeunes députés dont on a entendu pour certains qu'ils considéraient qu'ils ne gagnaient pas suffisamment d'argent, etc. Non, enfin... Il y a des choses qui ont circulé dans la presse, anonymement. Moi, je regrette qu'on puisse avoir ce type de déclaration. Je pense que quand on est député, on n'a pas le droit de se plaindre. On sait, quand on s'engage dans une élection, à quelle sauce on va être mangé, j'ai envie de dire. Donc, on assume et puis on agit, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et vous agissez, il y a une réforme que vous avez portée à l'Assemblée, au Parlement, c'est l'admission post-bac qui a été votée mardi à l'Assemblée nationale. C'est curieux, il ne s'est rien passé. On attendait des étudiants dans la rue, parce qu'on a évoqué la sélection à l'université. Certains députés de la France Insoumise expliquent qu'il y a un tri des étudiants. Est-ce que vous expliquez cette situation, le fait que les étudiants ne soient pas remontés contre cette réforme? Oui, je l'explique, parce que je pense que les Français sont attachés à la justice, et les étudiants aussi. Et il n'y a rien de plus injuste que de tirer au sort. La situation aujourd'hui à l'université, c'est que l'été dernier, pour la dernière rentrée, on a tiré au sort des étudiants dans des filières en tension. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas préoccupé de savoir quel était leur parcours, quelles étaient leurs motivations, leurs capacités, et puis on a tiré au sort. Moi, dans ma circonscription, pas très loin d'ici, à Issy-les-Moulineaux, j'ai rencontré tout l'été des familles dont les enfants n'avaient pas d'affectation parce qu'ils n'avaient pas été tirés au sort. C'est profondément injuste. Ce qui est injuste aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est 60% d'échecs en licence à l'université. Et ceux qui échouent, on sait qui c'est. C'est ceux qui ont eu moins de moyens familiaux, financiers pour réussir, pour savoir comment s'orienter. Et ça, c'est une vraie injustice. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter une part de sélection, puisque c'est quand même ça le sujet. Non, c'est pas une réforme de sélection. Moi, je suis attaché aussi au terme. Sélectionner, ça voudrait dire qu'on voudrait fermer les portes de l'université. C'est pas le cas. On manque d'étudiants en master, on manque d'étudiants en doctorat, et on a besoin dans ce pays d'élever le niveau de qualification, parce que il y a de nouveaux enjeux, le numérique, la croissance verte, qui appellent de nouvelles qualifications, et il faut qu'on ait des jeunes actifs formés pour adresser ces enjeux. Et c'est l'enjeu de cette réforme, de faire réussir les étudiants pour leur permettre de se former. Vous avez déjà envoyé un message au président de la République? Pour son anniversaire? Oui. Pas encore. Bon, faut le faire. Je vais le faire. Merci beaucoup, c'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à tous les deux.